Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, la CAQ ne s'occupe pas de notre monde. Hier, nous avons eu l'occasion de soulever le cas de la Chambre 814. Cette femme, Louise Cloutier, décédée à 62 ans le 13 janvier dernier dans une chambre délabrée, la Chambre 814 de l'hôpital Honoré-Mercier à Saint-Hyacinthe. Santé Québec n'est pas une agence de santé au propre titre, mais une agence de recouvrement. Le mandat, son premier mandat, c'est d'aller couper 1,5 milliard de dollars dans le réseau de la santé. Et pour ce faire, il y a des coupures de postes et des coupures de postes titularisés. Il y a du monde qui travaille, qui perd leur emploi dans le réseau de la santé. Avril dernier, pour mémoire, rappelons-nous ce que disait le premier ministre. Je le cite, « On a décidé de ne pas faire de coupures en santé. » Fin de la citation. Force est de constater que ce n'est plus du tout le cas. La PDG de Santé Québec, Mme Biron, a dit, je la cite, « Il faut que le réseau contribue à réduire le déficit. » Le ministre de la Santé l'a reconnu. Le bon mot, c'est de minimiser l'impact sur les services. Mais, Madame la Présidente, minimiser, c'est mission impossible. Il y aura des impacts tangibles et il y en a des impacts tangibles. Le 15 janvier, Francis Veil, je le cite, pour Santé Québec, il est impossible de supprimer l'autre moitié de la somme de 1,5 milliard sans réduire les services directs à la population. Le premier ministre va-t-il enfin reconnaître que ces choix de coupure affectent les soins à la population? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, depuis que je suis premier ministre, on a augmenté les budgets du ministère de la Santé de 50 %. Faites un petit calcul, là, 50 % en 6 ans. On a ajouté 58 000 personnes dans le réseau de la santé, puis on a augmenté les salaires, entre autres dans la dernière négociation de convention collective pour les infirmières, en moyenne de 23 % Madame la Présidente, on pense que c'était des investissements qui étaient nécessaires. Maintenant, le réseau de la santé ne sera jamais efficace tant qu'on n'aura pas réglé deux choses. Une nouvelle convention collective avec la FIC et les infirmières, puis une nouvelle convention collective avec les médecins. Heureusement, en fin d'année 2024, on a signé une convention collective avec la FIC qui nous permet dès maintenant d'avoir plus de flexibilité, de pouvoir avoir plus de mobilité. Donc, ce que fait le ministre de la Santé, les CIS, puis tout le réseau de la santé, c'est de dire, on demande aux infirmières et au personnel d'aller travailler là où il y a plus de besoins, ce qui devrait être l'ABC de la bonne gestion. Donc, ça se peut, Madame la Présidente, qu'à certains endroits, on enlève du personnel, mais c'est pour en mettre à des endroits où il y a plus de besoins. Mais honnête, Madame la Présidente, on a augmenté le personnel de 58 000. Première complémentaire. Madame la Présidente, le gouvernement recule en santé. Le mandat est clair. J'ai l'article ici de Radio-Canada le 12 décembre. Compression en santé, cible de réduction des heures travaillées, 3,65 %. Il est demandé à Santé Québec de trouver à réduire de 3,6 % les heures totales travaillées dans le réseau de la santé. Ça, c'est du monde qui donnait des soins. Ça, c'est autant de monde qui n'en donneront plus de soins. C'est ça le résultat. La réponse du premier ministre. Bon, je vais essayer d'être plus clair, Madame la Présidente. Depuis 6 ans, on a augmenté le budget de la santé de 50 %. On a augmenté le nombre d'employés de 58 000. Si, Madame la Présidente, je donne un exemple, dans le réseau, on décide d'augmenter le budget de 52 %. Si dans le réseau, on décide, au lieu d'embaucher 58 000 personnes depuis 6 ans, on veut en embaucher 60 000, ce qu'on demande au réseau, c'est de respecter le budget, un budget qui est généreux, un budget qui augmente de 50 % depuis 6 ans. C'est de la bonne gestion. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, le mandat de Santé Québec, c'est de diminuer les heures travaillées. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Alors, ce n'est pas d'augmenter les services, c'est de couper
3,6 des heures totales travaillées. Ça se traduit comment, ça, Madame la Présidente? Au CIUS de la capitale nationale, c'est plus de 75 postes titularisés. Du monde qui travaille puis qui donne des soins de première ligne qui sont coupés. On coupe des postes. Et ça, Madame la Présidente, ça fait en sorte d'affecter le service à la population. La réponse du premier ministre? Oui. Bien, je vais revenir avec un exemple plus concret pour essayer d'expliquer aux chefs de l'opposition officielle. Supposons que dans un 6, on leur dit, cette année, vous pouvez augmenter vos effectifs de 100, avoir 100 personnes de plus. Si en cours d'année, ils augmentent leur effectif de 120, ce qu'on leur dit, c'est on vous a permis d'augmenter de 100, respectez vos budgets, respectez la capacité de payer des Québécois. Troisième complémentaire. Madame la Présidente, la mission de l'État, c'est d'offrir les services. Et la façon de le faire, c'est pas de gaspiller, c'est d'être efficient dans la façon dont il investit l'argent. Le gouvernement a été incapable de faire ça. Alors, ce qu'il fait, on va couper dans les services, les heures travaillées. Ça se traduit, entre autres, il parlait d'un 6, le 6 de Laval, 76 préposés aux bénéficiaires ont été mis à pied. 76 préposés aux bénéficiaires ont été mis à pied, voir si ça n'affecte pas la population. La réponse du premier ministre. Bon, je réessaye, Madame la Présidente. Si on pense dans certains départements ou même certains établissements, il y a moins de besoins, puis que dans d'autres établissements ou d'autres départements, il y a plus de besoins pour des préposés, bien, enfin, la nouvelle convention collective qu'on a négociée nous permet de mettre les personnes là où il y a le plus de besoins. Jamais le gouvernement libéral a eu le courage de négocier cette flexibilité qui est nécessaire pour répondre aux besoins les plus urgents des Québécois. En question principale, je reconnais maintenant le député de Pontiac. La réalité, c'est que la CAQ a fait des annonces, mais elle livre absolument rien en santé. Là. Prenons juste les urgences. Fin 2020, le gouvernement de la CAQ annonce l'équipe STAT avec un mandat de diminuer l'attente dans les pires urgences. En 2021, parce qu'il n'y avait pas vraiment de fait de suivi au rapport de l'équipe STAT, la présidente démissionne. En 2022, évidemment, la situation ne s'améliore pas, alors la CAQ annonce la création d'une cellule de crise pour désengorger les urgences. Un an plus tard, en 2023, ça ne s'améliore toujours pas, la CAQ annonce qu'elle remplace la cellule de crise par un coordonnateur de la première ligne qui fait une tournée puis qui visite des urgences. 2 mois plus tard, la situation est pire que jamais. Le même gouvernement ramène la cellule de crise. Puis aujourd'hui, parce que ça ne s'améliore pas, la CAQ nomme un groupe d'experts pour regarder l'ensemble de la première ligne. À travers tout ça, là, le patient est abandonné par le système, Madame la Présidente. Il y a des patients qui sont décédés en attendant les soins à l'urgence. Il est arrivé quoi au premier ministre qui disait que des structures, des comités, il y en avait assez, qui voulaient être jugés sur des résultats? La réponse du ministre de la Santé. Bon, on va y aller par étapes, là. De mélanger la première ligne avec les urgences. Je vais me concentrer sur les urgences. On reviendra sur la première ligne. Après, c'est un débat complètement différent. C'est justement pour éviter d'avoir des visites à l'urgence, Madame la Présidente, qu'on veut améliorer la première ligne. Je vais revenir sur l'urgence. À chaque fois que je rencontre les gens maintenant de Santé Québec, comme les anciens groupes qu'on avait, notre premier problème, c'est l'augmentation aux urgences. Je vous donne un exemple concret, c'est dans nos données qui sont publiques. L'an dernier, la même période, 14 jours, on compare toujours 14 jours évolutifs, là, depuis l'an dernier, il y a 500 personnes de plus par jour qui passent dans nos urgences. 500 personnes. On était à 9 000 l'an dernier, on est à 9 500 dans les 14 derniers jours. Savez-vous ce que ça fait, ça? C'est que malgré cette augmentation-là, Madame la Présidente, nos temps d'attente diminuent. Ça, le Parti libéral oublie de le dire. Alors oui, on a de la difficulté à faire baisser aussi rapidement qu'on veut. Mais ce qu'on demande à notre personnel qui fait un très bon travail, c'est de tenir compte de l'augmentation du volume qu'on a dans nos urgences. Et ça, ils le font très bien. Première complémentaire. Le premier ministre avait promis 90 minutes à l'urgence. Okay? Puis à l'urgence de Hull, ce matin, là, ces mêmes gens-là, ils attendent 9 heures et 18 minutes juste pour voir un médecin. Pensez à ça, Madame la Présidente. Dans 9 heures, 18 minutes, là, les lumières vont être fermées ici au Salon Rouge. Les travaux vont être terminés depuis longtemps. Le premier ministre va pouvoir être tranquille à la maison, écouter la game de hockey des Kings de Los Angeles. Mais le patient à l'hôpital de Hull, là, il va encore attendre. Il n'aura toujours pas vu de médecin.
Je suis debout. Vous allez me laisser gérer. Monsieur le leader, silence, je vous prie. Article 32. Monsieur le leader du gouvernement, quel est votre appel au règlement? Madame la Présidente, le député de Pontiac manque une méchante bonne game. S'il y a quelqu'un qui travaille ici, c'est bien le premier ministre, Madame la Présidente. Ce n'est pas un rappel au règlement. Monsieur le député, poursuivez, vous avez 7 secondes. Le patient à l'hôpital de Hull, dans 9h18 minutes, là, il va encore être là. Il n'aura toujours pas vu de médecin. Dans quel monde c'est acceptable, ça? La réponse du ministre de la Santé. On continue à clarifier les faits. Puis je ne tiens pas compte de l'insulte au premier ministre. Madame la Présidente, il faut juste comprendre qu'est-ce que c'est la prise en charge. Je l'ai expliqué souvent, puis je vous allez m'excuser, ça va être un petit peu technique. La prise en charge, la personne, elle arrive à l'urgence, c'est la première fois qu'elle peut voir un médecin. Il y a 5 priorités à l'urgence. P1, P2, P3, P4, P5. Les 2 priorités les plus urgentes, savez-vous c'est quoi le temps d'attente pour voir un médecin? P1, 12 minutes. Ça, c'est en bas de 90 minutes. Les P2, non, mais laissez-moi finir, vous allez avoir la réponse. P2, savez-vous c'est combien? 1h12 minutes. 1h12 minutes, c'est aussi moins que 90 minutes. Savez-vous, il est où l'enjeu? P3, P4, P5. Deuxième complémentaire. Ce que je comprends du ministre de la Santé, c'est que c'est correct, c'est normal, c'est acceptable d'attendre 9h18 minutes en moyenne à l'urgence. La réalité, là, c'est que le délai pour être vu dans les urgences, il a augmenté de 20 %. Même jour, il y a 2 ans, à aujourd'hui, il a augmenté de 20 % Alors, si vous voulez vraiment améliorer le temps d'attente aux urgences, petite suggestion, peut-être que la première chose à éviter, c'est de couper des postes d'infirmières dans les urgences, Madame la Présidente. Et oui, je vous rappelle, vous adressez à la présidence la réponse du ministre. Madame la Présidente, je vais vous dire ce que le gouvernement libéral n'a pas eu le temps de faire pendant les années de médecins. Pendant les ministres de médecins, c'était très clair, c'était pour vouloir négocier avec les médecins. Savez-vous qui devrait prendre les P3, P4, P5, Madame la Présidente? C'est les médecins dans les GMF. C'est ça qu'on leur demande dans les nouvelles ententes avec les médecins. Il y a 5 000 des 10 000 visites par jour qui sont des P3, P4, P5. Qui devrait les prendre? Les GMF. Le gouvernement libéral n'a jamais eu le courage de faire ça. On va le faire, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Darcy. Madame la Présidente, le programme Soutien à la famille a été créé dans les années 90 pour offrir un financement direct aux parents des enfants vivant avec un handicap pour qu'ils aient accès à du répit ou pour faire garder leur enfant. Récemment, les familles prestataires de ce programme ont reçu une lettre leur indiquant que dorénavant, ils vont recevoir un chèque non par enfant, mais par domicile. C'est carrément insultant pour les familles comme celle de Lanaudière, une famille avec 9 enfants, dont 5 sont atteints d'un trouble du spectre de l'autisme, qui verront leur chèque réduit à un enfant à un domicile, tandis que le répit est facturé par enfant et non par ménage. Donc, Madame la Présidente, je demande qui a autorisé cette décision et qu'est-ce que le ministre a à dire à cette famille qui a vu leur chèque coupé de 5 parce qu'ils avaient 5 enfants et maintenant, ils reçoivent 1 car c'est sous le même domicile. La réponse du ministre responsable des services sociaux. Oui, merci, Madame la Présidente. Je remercie la députée Darcy McGee pour sa question qui tombe à point aujourd'hui. Et ce que je veux dire d'abord et avant tout, c'est que le soutien aux familles, notre gouvernement l'a augmenté de façon significative. Une première année, on a augmenté de 10 millions de dollars. On a presque augmenté de plus de 50 % Et l'année suivante, on a augmenté le budget de 7 millions de dollars, Madame la Présidente. Et ce qu'on a dit, c'est que les ajouts qu'on avait faits n'étaient pas complètement utilisés par la population. On a simplifié le processus du déploiement du chèque emploi, du soutien à la famille, Madame la Présidente. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est faire des envois directement qui ne nécessitaient plus la collecte des factures et que le chèque sera envoyé à la famille. Maintenant, dans la situation que la députée soulève, il faut s'assurer que, est-ce que oui, ils reçoivent un chèque par famille, mais qui totalise plusieurs enfants, ou est-ce que c'est un chèque réduit pour un seul enfant? Et je serais très heureux d'en discuter avec elle. Mais le but dans tout ça, Madame la Présidente, c'est qu'on a ajouté de l'argent, on veut envoyer l'argent aux Québécois et on veut s'assurer de diminuer la bureaucratie face au soutien à la famille. Merci, Madame la Présidente. Première complémentaire. Merci, Madame la Présidente. Le gouvernement a ajouté de l'argent dans le programme soutien aux familles, mais ils n'ont pas augmenté le montant des prestations qui sont les mêmes que depuis les années 90.
Il y a plus de familles qui reçoivent le soutien à la famille, mais ils reçoivent en 2,75 $ de l'heure et 5,25 $ pour faire garder leur enfant vivant avec un handicap. C'est ce qu'on entend sur le terrain, ce qu'on entend. Donc, moi, ce que je demande au ministre, c'est de s'engager aujourd'hui à donner une directive au CIS et au CIUS, parce que ce qu'on comprend, c'est un chèque. Ils peuvent avoir 5 enfants, mais c'est un chèque. Réponse du ministre. Madame la Présidente, le but n'est pas de pénaliser les familles. Le but est d'améliorer la situation des familles. Donc, clairement, on va regarder la situation. Maintenant, la raison pourquoi on ne regarde même plus le taux horaire, c'est qu'on garantit aux familles qu'ils n'ont plus besoin de nous envoyer leurs factures individuelles. On a beaucoup simplifié la procédure pour aider les familles de plus en plus, Madame la Présidente. 17 millions de plus d'investis dans le soutien à la famille, simplification de la mesure, Madame la Présidente. Je pense qu'on va s'arranger pour que tout le monde soit heureux des changements qu'on a effectués au cours des dernières années, parce que ça nous tient à cœur, les familles qui prennent soin des enfants en situation de handicap. Merci, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Merci, Mme la Présidente. Est-ce que le ministre était au courant de ces décisions ou est-ce qu'encore une fois, c'est un CIS, un CE, c'est Santé Québec qui a pris la décision de couper dans les programmes pour les personnes vivant avec un handicap? Moi, le ministre ne semble même pas savoir si c'est un chèque par domicile pour tous les enfants, un chèque par domicile pour un enfant. Donc, clairement, il n'était pas au courant de la décision. C'est le ministre qui est responsable du programme de soutien à la famille et de sa gestion. Est-ce qu'il va donner une directive claire au CIS, CIUS, à Santé Québec d'arrêter de couper dans les programmes pour les personnes vivant avec des handicaps? La réponse du ministre. Présidente, je viens de dire qu'on a ajouté 17 millions de dollars. C'est clair qu'on ne veut pas couper. Quant à la situation qui m'est rapportée, on va faire les vérifications requises. Et oui, on va la corriger, Madame la Présidente. Le but, c'est de faciliter l'accès au soutien à la famille pour toutes les familles qui en ont besoin. Avant, là, comment ça se passait? Chacun gardait son petit reçu, envoyait tout ça. À chaque fois, il fallait recevoir il y avait un délai exagéré. Maintenant, on dit, on veut que ce soit plus facile pour nos familles. On leur envoie un chèque global sans avoir accumulé les reçus. Plus d'argent, moins compliqué. Tout le monde est heureux, Madame la Présidente. Pas de commentaires. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Mercier. Merci, Madame la Présidente. Quand on abolit des milliers de jobs dans la santé, comme le fait le premier ministre, bien, ça a des conséquences sur les services. Les services à domicile pour les personnes âgées, les services en santé mentale dans les Laurentides, les heures de l'urgence à Montjoly, coupées, coupées, coupées. Je cite une infirmière qui s'est fait abolir son poste, Annie Verrette. Il est utopique de croire que les soins et services à la population ne seront pas affectés. Moi, ça me rappelle une citation aussi du ministre de la Santé qui dit à peu près la même chose. En éducation, maintenant, c'est la même chose. Les activités parascolaires, les sorties scolaires, certains services aux élèves en difficulté. Coupés, coupés, coupés. Il y a même une rumeur qui court comme quoi le 300 $ pour les projets particuliers dont le ministre de l'Éducation est très fier serait retiré aux parents dans certaines écoles. Madame la Présidente, le premier ministre essaie de nous faire croire qu'on peut couper dans les services sans couper dans les services. C'est vraiment pas sérieux. Est-ce qu'il pense qu'il y a quelqu'un au Québec qui le croit? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, le ministre des Finances va déposer son budget d'ici quelques mois. Ça va être très clair que pour l'année prochaine, on va continuer d'augmenter les budgets de la santé et de l'éducation. Mais, Madame la Présidente, parlons de l'année en cours, des années précédentes, et en éducation et en santé, on a augmenté les budgets de 50 %. Ça veut dire au moins de 7 % par année, incluant la dernière année. Maintenant, Madame la Présidente, si quelque part dans le réseau, quelqu'un décide d'augmenter son budget et ses dépenses de 8 %, est-ce que la chef du deuxième groupe d'opposition ne va pas être d'accord avec moi qu'on devrait les rappeler à l'ordre puis de dire non, cette année, le budget doit augmenter de 7 % parce qu'il faut s'occuper aussi d'autres priorités. Puis le portefeuille des Québécois n'est pas illimité comme le pense Québec solidaire. Donc, Madame la Présidente, ce qu'on dit au réseau, c'est respecter vos budgets, gérer bien l'argent des Québécois. Première complémentaire.
Donc, les services à la population sont coupés, puis c'est pas la faute de la CAQ puis du gouvernement, c'est la faute des gestionnaires dans nos services publics. Savez-vous ce que les gens nous disent sur le terrain? Parce que nous, on les écoute. Ils nous disent qu'on est revenu aux années de Philippe Couillard. Comme le premier ministre, Philippe Couillard coupait dans les services, mais il se gardait bien de jamais dire qu'il coupait. Il utilisait toutes sortes de noms pour dire ça. Est-ce que le premier ministre pourrait au moins avoir le courage de s'assumer? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, j'en reviens pas de dire on augmente les budgets de 50 sur 6 ans, 7 composés par année, puis la chef de Québec solidaire appelle ça des coupures, fait des comparaisons avec Philippe Couillard, qui, eux, au gouvernement libéral, ont fait des coupures. Puis c'est pas moi qui le dis. Gaétan Barrette, Carlos Laitao l'ont dit, ça n'a pas de bon sens, le massacre qui a été fait dans les réseaux avec le gouvernement libéral. Madame la Présidente, on a une responsabilité quand on est au gouvernement de bien gérer l'argent des Québécois. On a fait des efforts importants, mais il faut bien gérer. Deuxième complémentaire. Bien, moi, je vais citer ce que les Top Guns du gouvernement disent. La direction, je cite la presse, la direction de Santé Québec croit qu'il sera impossible de supprimer la totalité des sommes sans réduire les services directs à la population. Couper des postes, couper des heures, c'est couper des services. Le premier ministre, là, il n'a peut-être pas bu son jus d'orange aujourd'hui, mais clairement, il a bu son propre Kool-Aid. Pourquoi est-ce qu'il n'assume pas puis il dit à la population qu'il coupe les services? Est-ce que c'est parce qu'il est gêné? La réponse du premier ministre. Bon, donc ce que je comprends, c'est que la chef de Québec solidaire a bu son jus d'orange de la Floride et en accord avec M. Trump. Madame la Présidente, venons à un exemple concret, puis parlons des services directs à la population. Si on dit à un établissement, vous pouvez engager 10 infirmières de plus, puis qu'il en engage 12, qu'est-ce que ferait Québec solidaire? Il dirait, au yab, la dépense, ça pousse dans les arbres, c'est pas grave qu'on augmente encore plus le déficit. Madame la Présidente, c'est pas ça, gérer le portefeuille des Québécois. Puis c'est ça que Québec solidaire comprend pas. S'il vous plaît. En question principale, je reconnais maintenant le député de Rosemont. Merci, Madame la Présidente. Bonne rentrée à tout le monde. On a appris la semaine dernière que Santé Québec a donné un contrat de plus de 100 000 pour définir son identité et sa mission. Ça devient une mauvaise habitude au gouvernement, là, les contrats de gré à gré. Ça ne m'a pas tant étonné. Ce qui m'étonne, c'est que la mission de Santé Québec, elle est écrite en toutes lettres dans le projet de loi Mammouth qu'on a débattu ici pendant presque 1 an. Article 26, ça dit tout là-dedans. Alors, je m'étonne de voir que Santé Québec est obligée de donner des contrats pour savoir qui elle est. Où est-elle? Que fait-elle? Je pense donc je suis. Mais ça ne m'étonne pas tant que ça, finalement, parce que le ministre, il a changé la mission. Il a transformé Santé Québec en bras armés des compressions. Alors, je les comprends, les gens de Santé Québec, d'être un peu mêlés. La question, là, pourquoi le ministre ne nous l'a pas présenté comme ça, Santé Québec, plutôt que de dire que c'était la meilleure invention depuis le pain tranché, que ça allait améliorer les soins, alors que ça fait exactement le contraire? La réponse du ministre de la Santé. Bien, premièrement, Madame la Présidente, là, je veux rassurer la population, la mission de Santé Québec n'a pas changé. Elle était clairement définie dans notre projet de loi, puis elle n'a pas changé. Je pense que c'est de faire des raccourcis que de penser, puis je ne veux pas utiliser moi-même les mots que le député vient d'utiliser, mais quand on fait le lien avec uniquement la rigueur budgétaire, je pense qu'on prend très mal le rôle de Santé Québec. On avait avant, jusqu'à maintenant, avant l'arrivée de Santé Québec, 35 établissements qui travaillaient au meilleur de leurs connaissances, mais on n'avait pas accès à une coordination d'un réseau, je le répète, qui dépense 1 milliard par semaine. 1 milliard par semaine. Il s'agit d'avoir un dérapage dans un établissement pour avoir des impacts incroyables sur nos budgets. On le voit là, cette année. Alors, Madame la Présidente, ce que Santé Québec vient de faire avec le contrat qu'elle a donné, c'est s'assurer d'une meilleure communication de sa mission.
Et ça, je pense que dans l'état des choses, c'était à propos pour eux de définir clairement non seulement la mission, elle est faite, mais de bien la communiquer à la population pour qu'on regarde. Première complémentaire. Beaucoup de mots, là, mais le fait est là, que le ministre a vendu quelque chose aux Québécois puis il a livré autre chose. La première directive qu'il a donnée à Santé Québec, c'est de couper 1,5 milliard dans leur réseau. Santé Québec dit on ne pourra pas faire ça sans couper des services. Le ministre a reconnu lui-même que ça va être des coupes minimales, définir minimal ici. Alors là puisqu'il y a un budget qui s'en vient bientôt, là, puis que la première ronde, c'est 1,5 milliard, est-ce que le ministre peut nous garantir que ça va s'arrêter là, minimalement? La réponse du ministre. Je voudrais juste continuer sur la première partie que je n'ai pas pu terminer, Madame la Présidente. C'est important de le dire, là. Le premier mandat qu'on a donné à l'intérieur de la mission de Santé Québec, je leur ai dit 3 choses. Les urgences, le rattrapage des chirurgies, puis le CRDS. Sur les urgences, j'ai donné des exemples au député de Pontiac tout à l'heure. Là, on a baissé, malgré l'augmentation de la population, depuis que Santé Québec est là, on a baissé les temps d'attente de 3 3 Ça, c'est dans 6 mois. La première fois depuis quelques semaines, on est en bas de 10 000 personnes qui sont en attente d'une chirurgie depuis 1 an. Ça, c'est quoi? C'est le niveau de juin 2020. Je peux vous donner des exemples concrets des améliorations que Santé Québec a fait. Deuxième complémentaire. Je répète, la première mission qui a été donnée à Santé Québec, c'est pas d'améliorer l'accès et la qualité des soins, comme le disait le ministre, pendant des mois d'études de PL15. C'est de couper 1,5 milliard. Il dit non. Je ne sais pas pourquoi il dit non. Là. Est-ce qu'on nie ça aussi, qu'il y a des commandes de 1,5 milliard? Le diable est aux vaches dans le réseau. Tout le monde s'arrache les cheveux sur la tête. Ils ne sont plus capables de donner les services. Là, le rouleau compresseur du premier 1,5 milliard, il est parti. Il peut-tu nous garantir au moins qu'il va l'arrêter dans le prochain budget? La réponse du ministre. Bien, moi, quand il y a des employés qui me disent souvent, parce qu'on est quand même pas mal sur le terrain, c'est de valeur qu'on dénigre le réseau. Je pense que des commentaires comme je viens d'entendre, là, ça, c'est dénigrer les employés qui font des efforts tous les jours. Ça, c'est pas acceptable, Madame la Présidente. Ces gens-là font un effort tous les jours. Ce que je viens de vous dire, là, c'est que malgré les circonstances difficiles dans lesquelles ces gens-là travaillent, avec l'augmentation de la population, tous les facteurs démographiques que l'on connaît, ces gens-là font un boulot incroyable. Puis moi, savez-vous ce qu'on va faire? On va continuer de les supporter. Je discute en ce moment avec les finances et le Trésor. J'ai beaucoup d'écoute pour être capable de trouver des solutions dans la rigueur budgétaire. Puis on va les trouver pour le réseau de la santé. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Sherbrooke. Merci. Dans les dernières semaines, des organismes culturels de Sherbrooke ont eu la mauvaise surprise d'apprendre qu'à cause des compressions demandées par le ministère et du gel de dépenses dans les écoles, tout projet de sortie qui n'était pas encore confirmé est sur la glace et les écoles ne peuvent pas organiser de nouvelles sorties. J'ai fait le saut quand j'ai vu ça parce que je me souviens très bien de l'ancien ministre de l'Éducation et de son engagement et de toute sa fierté de promettre 2 sorties culturelles par année par enfant. Et vous devez vous en souvenir, Madame la Présidente, parce que vous étiez ministre de la Culture à l'époque. Tout le monde avait applaudi ça. C'était une excellente nouvelle pour les enfants et pour le milieu de la culture. Et en ce moment, ce que je me demande, c'est où sont les députés caquistes qui étaient si fiers de promettre 2 sorties culturelles par année à chaque enfant, maintenant que leur gouvernement demande aux écoles de geler la moindre dépense au détriment des sorties culturelles. Si vraiment c'est important pour eux de protéger la culture québécoise, est-ce qu'ils vont protéger la mesure pour les 2 sorties scolaires par année par enfant? La réponse du ministre de l'Éducation. Madame la Présidente, je vais reprendre là où je l'ai laissé hier. Ben oui, ils font... Madame la Présidente, une augmentation de 50 du budget de l'éducation, là, c'est pas... C'est spectaculaire. Surtout après les compressions, les vraies compressions auxquelles l'éducation a été confrontée quand les libéraux étaient là. Puis c'est pas moi qui le dis, ce sont des chiffres officiels. Hein, on voit ça, là. Négatif avant qu'on arrive. Ils ont carrément coupé dans le budget de l'éducation. Nous, on l'a augmenté de 50 en 6 ans. Et oui, on en est très fiers. Augmentation dans le dernier budget, là, l'éducation, plus 9,3 Ce que nous demandons au Centre de services scolaires, Madame la Présidente, c'est de respecter le budget qui a été voté en cette Chambre par les députés.
les efforts que nous demandons, ce n'est pas pour baisser le budget de l'éducation, c'est pour faire respecter le budget de l'éducation. L'effort de 200 millions, dont 123 millions au centre de services scolaires, c'est pour faire en sorte que le budget voté soit respecté, pas le baisser, le respecter. Première. Silence. Première complémentaire. Écoutez, les compressions, c'est pas moi qui le dis, ça vient des mots mêmes de l'équipe du ministre. On a communiqué avec son cabinet. On a des courriels qui disent noir sur blanc qu'il y a des compressions qui ont été demandées par le ministère. On nous répond que c'est aux organismes scolaires de faire les économies demandées à partir de toutes les règles budgétaires à leur disposition. Alors, aussi bien dire qu'ils peuvent couper littéralement où ils veulent, n'importe où pour y arriver. La job du ministre, c'est de se donner des orientations. Il a le pouvoir de protéger ce qu'il trouve le plus important, des coupures. Je lui demande de protéger les sorties culturelles des élèves. Est-ce qu'il va le faire? La réponse du ministre. Madame la Présidente, on a dit au centre de services scolaires, le budget doit être respecté et les services aux élèves ne doivent pas être touchés. Si vous voulez parler d'orientation, c'est très clairement l'orientation que nous avons donnée, Madame la Présidente. Alors là, il s'agit après ça de choix budgétaires qui sont faits par les centres de services scolaires. Ça relève de leurs décisions, mais nous, le budget, on l'a augmenté de 50 % depuis 6 ans, et donc ils ont les moyens de continuer à offrir les services qu'ils offraient par le passé. Deuxième complémentaire. Est-ce que vous réalisez ici, tout le monde, l'absurdité de la situation? Parce qu'il y a 2 sorties culturelles par élève par année. Ce n'était pas ma promesse. Ça, c'était la promesse de la CAQ. Il y a des dizaines et des dizaines de députés ici qui se sont pété les bretelles avec cette promesse-là quand ils l'ont livrée. Puis en ce moment, c'est moi qui est en train de me battre pour protéger leur promesse de leur coupure. C'est ça qui se passe en ce moment-là. Vraiment? Vous n'allez pas protéger cette mesure-là? C'est comme ça que vous protégez la culture au Québec? Tout ce qui se passe dans une école, c'est un service aux élèves. C'est sûr que si, je les défends. Et vous vous adressez à la présidente, Madame la députée. La réponse. On retrouve le calme et le silence, je vous prie. La réponse du ministre. Présidence, qu'est-ce que la députée ne comprend pas dans plus 9,8 %? Plus 9,8 % dans le dernier budget pour l'éducation. Plus. Bon, bien après ça, une fois qu'on vous a donné plus, il faut se gérer pour que ce soit respecté, pour que le budget soit respecté. Alors, c'est tout ce que l'on demande, que le budget soit respecté. Et le 9,8, en passant, là, c'est les salaires qu'on a augmentés, c'est les aides à la classe qu'on a créées, c'est les nouvelles permanences qu'on a données. Vous avez vu l'excellent reportage sur l'aide à la classe, l'enseignante qui dit « ça me donne 40 minutes de plus d'enseignement parce que j'ai de l'aide d'une deuxième adulte dans la classe ». Ça, c'est une amélioration dans En question principale, je reconnais maintenant le chef du 3e groupe d'opposition. Madame la Présidente, en 2022, la CAQ a promis aux citoyens de Drummondville qu'ils auraient un nouvel hôpital. Nous sommes en 2025 et il n'y a toujours aucune inscription au PQI, qui est la première étape. Mais pendant ce temps-là, la vétusté de l'hôpital ne fait que s'aggraver. Il y a tellement de dégâts d'eau qu'ils ont inventé un code turquoise. Il y a 3 semaines, c'était les 2 ascenseurs qui étaient en panne. Les briques extérieures tiennent avec de la broche. J'ai moi-même visité l'hôpital en avril dernier. J'ai constaté le rapiècement qui a été fait au cours des dernières années, la pharmacie qui n'est pas adaptée pour recevoir la nouvelle technologie. Bref, l'hôpital s'écroule. Les médecins l'ont dénoncé en décembre. Le personnel l'a dénoncé en janvier. Les Drummondvillois, les Drummondvilloises méritent un hôpital qui tient debout, comme tous les autres Québécois d'ailleurs. Est-ce que le premier ministre peut s'engager formellement auprès des gens de Drummondville à ce que le nouvel hôpital soit inscrit dans le PQI immédiatement afin que les travaux commencent le plus rapidement possible? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, depuis qu'on est arrivé il y a 6 ans, le PQI, donc le Plan des infrastructures québécoises, est passé de 100 milliards à 153 milliards. Une augmentation de 53 % parce qu'il y avait du rattrapage à faire
en santé, en éducation, en transport. Il faut développer du transport collectif. Maintenant, Madame la Présidente, on a pris un engagement envers les gens de Drummondville, puis on va le respecter. Première complémentaire. Et pour ce faire, je reconnais le député des Îles-de-la-Madeleine. Madame la Présidente, le personnel soignant de l'hôpital Sainte-Croix a décrit l'hôpital comme une bombe à retardement il y a 2 semaines. Vendredi dernier, on a appris que la sécurité des travailleuses et des travailleurs du laboratoire de pathologie était en danger. La table de macroscopie est défectueuse. Elle n'a jamais été certifiée depuis 10 ans qu'on l'a installée. Les émanations de formaldéhyde, c'est un produit cancérigène, dépassent jusqu'à 3 fois la norme approuvée. Avec les coupures actuelles, on se demande si on va remplacer la table. Est-ce qu'elle sera remplacée? Du ministre de la Santé. Écoutez, c'est un très bel exemple parce que on est un gouvernement de région. Pendant la dernière campagne électorale, j'ai eu la chance, Madame la Présidente, d'aller visiter l'hôpital de Maria. D'ailleurs, la députée m'avait incité à faire un suivi sur ce dossier-là dans le PQI. Et je vous dirais, Madame la Présidente, que je pense que, contrairement aux libéraux, où il y avait eu justement un délaissement des régions dans nos hôpitaux régionaux, nous, on en est très conscients. Ce qu'on fait en ce moment, les analyses, puis l'hôpital de Maria fait partie des analyses importantes que l'on fait pour être sûr que non seulement... OK. Moi, je pensais qu'il parlait de Maria. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du 3e groupe d'opposition. Madame la Présidente, je viens d'entendre le premier ministre dire qu'il allait tenir sa promesse par rapport à l'hôpital de Drummondville. Ma question, elle est précise, parce qu'évidemment, une promesse, ça peut être au calendrier grec comme ça peut être tenu immédiatement. Est-ce qu'il s'engage maintenant à mettre au PQI l'hôpital de Drummondville, comme le demandent tous les gens dans le centre du Québec? La réponse du ministre de la Santé. Causer l'erreur. Je veux être très clair, là. Les engagements qui ont été pris dans le réseau de la santé par rapport au PQI vont être respectés. C'est exactement ce que le premier ministre a dit. On avait dit que l'hôpital de Drummondville serait mis au PQI dans le présent mandat. Ça va être le cas. Voilà, c'est clair. Merci. En question principale, je reconnais maintenant le député de Marquette. Madame la Présidente, hier, j'ai interpellé la ministre du Sport face à des coupures qui affectent directement nos jeunes sportives et sportifs dont elle a la responsabilité. J'aurais aimé entendre de sa bouche des solutions pour remédier à la situation, mais surtout de rassurer les parents qui devront encore une fois mettre la main dans leur poche. Malheureusement, c'était silence radio. Nous sommes en pleine commission spéciale sur l'impact des écrans chez les jeunes et on limite l'accès aux installations sportives. Ça n'est rien comprendre, Madame la Présidente. Depuis quand couper dans les activités sportives va aider nos jeunes dans la réussite scolaire? Depuis quand couper l'accès aux plateaux sportifs va aider les parents à combattre l'isolement? Mais la question que je me pose, est-ce que le ministre responsable des sports s'est levé au Conseil des ministres pour dénoncer ces coupures? La réponse de la ministre responsable du sport, du loisir et du plein air. Oui, merci, Madame la Présidente. Bien, une chose qui est importante à dire dans ce contexte-là, dans cette situation-là, c'est que partout au Québec, avec tous les centres de services scolaires et toutes les municipalités, il existe des ententes de partage d'infrastructures. Donc, partout au Québec, ça existe. Maintenant, il y a 11 centres de services scolaires, dont les centres de services scolaires de l'île de Montréal, qui avaient une compensation pour l'utilisation des plateaux, des plateaux sportifs. Donc, 11 centres de services scolaires sur 74, si je ne m'abuse, sur 72 centres de services scolaires. Donc, partout au Québec, il y a un partage d'infrastructures entre les centres de services et les municipalités. Alors, je ne comprends pas pourquoi ça ne peut pas marcher sur l'île de Montréal, ça fonctionne partout ailleurs. Maintenant, ce qu'on fait, et je vais rappeler aux députés de Marquette, tous les financements qu'on a fait pour faire en sorte que les enfants et toute la population aient accès à des plateaux sportifs, notamment via le programme PAFIRSPA qui, on le rappelle, 300 millions de dollars en infrastructures sportives dont les municipalités peuvent se prévaloir, dont les centres de services peuvent se prévaloir. Alors, on fait plein de choses pour faire en sorte que les jeunes bougent de plus en plus et qu'ils ne soient pas devant leur écran. Merci, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, à l'intérieur de cette Assemblée, je mène le combat depuis le début sur l'obésité, la sédentarité, les problèmes d'anxiété, les problèmes de santé mentale, le vapotage, chez nos jeunes, et j'en passe, Madame la Présidente. Je demande de l'aide. Madame la Présidente, je ne veux plus voir nos jeunes devant des écrans au lieu de bouger.
Ce que je demande, c'est l'accès aux installations sportives de nos écoles sans aucune contrainte, incluant les 11 que la ministre vient de mentionner. Est-ce que la ministre va envoyer immédiatement une directive en ce sens? La réponse de la ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. En fait, ça me permet de réitérer tout ce qu'on a fait pour faire en sorte de donner accès à nos jeunes à des activités sportives. J'ai parlé du 300 millions du PAFIRSPA, mais dans l'autre mandat aussi, on a donné des sommes colossales. Je parle aussi de l'heure de parascolaire gratuite pour tous les élèves du secondaire. Donc, 1 heure d'activité parascolaire qui, dans la grande majorité des cas, ce sont des activités sportives. Je parle aussi de l'argent qu'on donne aux parents pour les programmes particuliers, donc 300 $ qui sont remis aux parents pour faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes qui s'inscrivent dans les programmes particuliers. Et encore une fois, ce sont des programmes souvent sportifs. Je parle aussi des récréations de 20 minutes par jour, en fait, les 2 fois 20 minutes qu'on a mis en place pour que les enfants au primaire... Complémentaire. Madame la Présidente, je veux voir tout le monde dans nos gymnases. Je veux que nos Québécois soient actifs, sans contrainte. Je veux les associations sportives également attendre que la ministre les défende. C'est elle, leur ministre. Ils veulent que leur ministre se lève ici et demande clairement au centre de services scolaires, qu'elle a nommé tantôt les 11, là, concernés, de reculer sur cette directive. Va-t-elle avoir le courage de le faire immédiatement ici, aujourd'hui? Là? Les associations la regardent. La ministre. Oui, bien, je voudrais juste recadrer un petit peu. Il n'y a pas de directive qui a été envoyée, mais je rappelle aux députés de Marquette que partout, dans les autres municipalités, il y a des ententes entre les centres de services scolaires et les municipalités. Alors, plutôt que de se lever dans la Chambre puis de dire « ça n'a pas de bon sens que les centres de services scolaires ne donnent pas accès », je l'invite à aller dans la Ville de Montréal, entre autres, pour dire « pouvez-vous compenser l'utilisation des infrastructures que vous prenez? » Alors, nous, on continue de travailler pour donner accès au plateau sportif, pour donner des opportunités pour bouger. On va continuer de le faire. Merci, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le député de Pontiac. Madame la Présidente, on vient de passer presque la totalité de la période des questions à parler de l'impact des coupures de la Coalition Avenir Québec. On a parlé nécessairement, Madame la Présidente, on a déjà parlé des services en urgence, en itinérance, mais la question des coupures à Santé Québec est beaucoup plus large que ça. Les programmes en santé mentale en Abitibi sont coupés. Les intervenants jeunesse en Chaudière-Appalaches sont coupés. Le personnel de soutien, Madame la Présidente, les gens qui font le ménage des cuisines dans nos hôpitaux perdent leur poste. Santé Québec a dit, Santé Québec, là, qui est la créature du ministre de la Santé, avec les gens qu'il a lui-même nommés à Santé Québec, lui disent « assez, c'est assez ». On ne peut pas continuer dans cette veine-là. On est allé au bout de ce qu'on pouvait faire. À défaut d'entendre les représentants des patients, à défaut d'entendre le personnel, est-ce qu'il peut écouter le monde qu'il a lui-même nommé et dire « assez, c'est assez, on est allé aussi loin qu'on pouvait ». La réponse du ministre de la Santé. Bien, je pense que ça va rassurer le député de Pontiac, Madame la Présidente. Là. Je parle à la direction de Santé Québec toutes les semaines. Toutes les semaines. Puis un des sujets que l'on fait en ce moment, c'est la préparation du budget tel qu'il a été prévu lorsqu'on a déposé PL15. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, oui, je reçois une commande du Trésor et des Finances, mais je me retourne et je regarde nos gestionnaires du réseau qui, maintenant, ont une vue d'ensemble, puis de dire qu'est-ce que ça vous prend comme budget pour être capable de donner le service auquel les Québécois ont droit. C'est exactement ce qu'on fait en ce moment. Ça ne sera pas des coupures paramétriques comme les libéraux ont fait. Je le répète souvent, je l'ai tellement entendu dans le réseau. On travaille différemment. Il y a une responsabilité populationnelle des 35 établissements. C'est exactement ce que je discute avec le coordonnateur, avec Mme Biron et son équipe. Puis soyez assurés, Mme la Présidente, que les Québécois vont en voir le bénéfice. Et en question principale, à nouveau, le député de Pontiac. Mettez-vous dans la peau d'un patient, Madame la Présidente. Un patient là, qui attend sa chirurgie depuis 1 an, 1 an et demi. Moi, j'avais des patients dans mon bureau de circonscription cette semaine. Là. J'avais un patient qui attendait avec une sonde depuis 1 an et demi pour sa chirurgie. Madame la Présidente, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui a fait une dénonciation à la DPJ, par exemple, et qui sait qu'il n'y a toujours pas d'intervenant sur place. Le message que le ministre de la Santé vient d'envoyer, c'est que nous, on travaille sur le budget de l'an prochain.
mais que les coupures qu'on a demandées pour les 4 derniers mois de l'exercice financier, elles vont se poursuivre. Alors, au-delà de nous dire qu'elles ne sont pas paramétriques, là, et c'est vrai, les coupures sont différentes d'une place à l'autre, d'une région à l'autre, mais elles ont un impact sur les patients tout aussi grand d'une région à l'autre, d'une place à l'autre. Alors, est-ce qu'une ministre peut entendre ce que Santé Québec lui dit et dire « on est allé au bout du rouleau, on a fait ce qu'on pouvait faire pour cette année ». La réponse du ministre. Écoutez, Madame la Présidente, on peut toujours ressortir des cas spécifiques. On traite plus que 20 000 personnes par jour dans le réseau à tous les jours. Je suis très sensible à des situations spécifiques. On a même, à l'intérieur de PL15, nommé un commissaire national aux plaintes. Un commissaire national aux plaintes qui se rapporte au conseil d'administration pour justement amener ces cas-là au conseil et s'assurer que si des choses peuvent aller plus rapidement, tu vas le faire. Ça ne se faisait pas avant, Madame la Présidente. Alors, moi, je veux rassurer les Québécois, là. On peut dire ce qu'on dit ici, mais ce que je dirais aux Québécois, Madame la Présidente, on a mis une équipe en place qui est très sensible aux besoins des patients. Je pense que je l'entends souvent que c'est en train de faire une différence. Le député de l'opposition peut le penser, c'est son droit, je le respecte, mais nous, on va travailler comme on le fait avec mes 2 collègues pour s'assurer que Santé Québec livre la marchandise pour les Québécois. Alors, cela met fin à la période de questions et de réponses orales